Les amis, on se retrouve maintenant pour notre côté propriétaire. Claire, tu es experte en la matière. Tu es toi-même propriétaire, hein? Donc, tu as des appartements que tu loues en location à courte durée, donc en saisonnier, et aussi à longue durée. Alors, on avait vu dans la vidéo précédente, donc la partie locataire. Maintenant, on va se concentrer sur le côté donc, propriétaire. Si vous êtes propriétaire, Claire s'y connaît très bien. On va voir ensemble les choses que l'on doit savoir et on va ensemble voir donc certaines thématiques, définitions, vocabulaire ensemble. Je mets juste en dessous le lien pour ta chaîne si vous êtes intéressé pour connaître un peu plus le travail de Claire, ses conseils. Euh, donc toi, tu es de formation, donc tu es juriste de formation. Ta thématique aussi, c'est mis à part être tu es propriétaire et tu loues des appartements, tu formes aussi des personnes qui veulent devenir huissiers. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette thématique, de ce métier huissier? On a tout et n'importe quoi, on a peur d'un huissier, on aime les huissiers. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que c'est Bien. que ce métier? Oui, oui, tout à fait. Donc, l'huissier de justice, pour faire simple, c'est une personne qui va garantir l'exécution des décisions de justice. Donc déjà, exécution, c'est un terme très lourd, mais en fait, c'est lui qui va garantir que les décisions prises par les tribunaux soient effectives et Ah, efficaces. voilà, donc l'application. Voilà. Effectif, c'est ça, l'application, c'est ça. Je pense que pour les anglophones, exécuter, c'est assez simple, mais pour les non-anglophones, donc c'est l'application. C'est un peu, on va dire, et je parle sous ton contrôle, c'est un peu le policier, mais dans la thématique appartement, maison. Voilà. Hein. Dans le droit civil, exactement. Ouais. OK. Et il Euh, y a aussi ouais. toute une activité de constat, par exemple. Donc les constats de travaux ou les états des lieux peuvent être faits par huissier de justice aussi. D'accord, ok, ok. Ça, on l'avait vu, hein, état des lieux dans la partie juste auparavant. Pour toi, de A à Z, hein, tu es propriétaire, hein, tu connais un peu la législation, donc la loi française ou pas, tu veux vendre ton appartement. Déjà, dans un premier temps, sur quelle période, hein, un mois, 2 mois, un an, est-ce que tu fixerais une vente? Pour toi, c'est quoi la moyenne? Tu veux dire combien de temps dure une vente? Combien de temps? Alors moi, je veux vendre mon appartement. Hein, aujourd'hui, je veux vendre mon appartement. On est en janvier 2022. Est-ce que je dois m'attendre à 6 mois, un an? Oui, alors ça dépend de beaucoup de choses, mais disons que, Justement, disons justement. que le critère principal, ça va être en général le financement. Parce que l'acheteur de l'appartement, en principe, il n'a pas tout l'argent sur son compte, donc il va demander un prêt immobilier ou un crédit immobilier à la banque. Et en principe, le notaire, donc c'est la personne qui va vérifier le compromis ou qui va carrément établir le compromis. Donc c'est ce document dans lequel le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord sur le prix du bien. Le notaire va mettre en principe 60 jours, donc que l'acheteur a 60 jours, donc c'est-à-dire 2 mois, pour trouver son prêt immobilier. Donc là, si on a trouvé un acheteur, hein, on va voir ensuite offre d'achat, compromis de vente, etc., toutes les thématiques. Mais rien que le rôle du notaire, déjà dans son rôle, on a 60 jours. Ça, c'est minimum, déjà. C'est ça. Hein. Alors, après, parfois, ça peut être moindre, mais je OK. pense qu'il ne faut pas. Je déconseille de mettre moins que 60 jours parce que pour trouver des banques, ils ont quand même beaucoup de vacances, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Ils n'ont pas que nos dossiers en Mhm, tant qu'acheteur. Donc, mhm, si vous mhm. pouvez même mettre 90 jours, ça serait mieux. Mais après, OK. il faut que le propriétaire, enfin le vendeur, soit d'accord. OK. OK. D'accord. Donc, le crédit,
c'est donc le financement. Hein. C'est comment est-ce que je vais pouvoir payer. On peut passer par la banque où tu as certains acheteurs qui ont l'argent, ils ont le capital. Ils Oui, peuvent payer. Donc là, c'est un peu plus rapide peut-être. oui. D'accord. Exactement, là c'est plus rapide et justement c'est pour ça que je dis que ça dépend. Et si vous pouvez trouver un acheteur qui paye cash ou qui a le capital pour le régler sans avoir besoin d'une banque, alors ça c'est parfait. OK. Alors, moi, je m'étais noté quelques termes, pardon. C'était donc la promesse d'achat. Donc là, on a visité l'appartement. L'appartement nous plaît. Hein. On pourrait le prendre comme ça. OK. Euh, Est-ce qu'en France, déjà, on négocie? Est-ce que ça fait partie de la culture? Est-ce qu'on peut se le permettre? Comment cela fonctionne ici pour toi? Oui, alors en principe on peut négocier, ça se fait, souvent c'est même calculé dans le prix qui est fixé dans l'annonce pour que vous puissiez négocier quelques milliers d'euros. Mais parfois, négocier, c'est un piège parce que si vous êtes l'acheteur et que vous voulez vraiment l'appartement, que c'est votre appartement de rêve, vous risquez de perdre cet appartement si vous négociez trop. Moi, ça m'est déjà arrivé d'acheter un appartement plus cher que le prix parce que je le voulais vraiment. Et au final, c'est une bonne affaire parce que tu as l'appartement et d'autres. Bon, il y aura d'autres thèmes, d'autres thématiques, OK, d'autres choses. Mais donc, en tant qu'acheteur, je peux négocier, mais je dois faire attention à cette partie. Ne pas être trop brutal, ne pas être trop agressif. OK. Peut-être que il y Si, a. Oui, oui, si tu négocies en tant qu'acheteur, il faut toujours expliquer pourquoi. c'est Parce ça. que les travaux, je pense qu'il y a pour 20 000 euros de travaux. Parce que je prends tel risque. Par exemple, un copropriétaire dans l'immeuble, donc on pourra en parler, a des impayés. Donc Ouais, ça veut dire qu'on prend un risque et ce ouais. genre de choses. Ouais. Donc, le copropriétaire, c'est donc toi, tu es propriétaire et tu as d'autres propriétaires dans ton immeuble, par exemple, si c'est un immeuble. Hein. Et donc, un immeuble, un bâtiment, une grande maison, en fait, avec plusieurs appartements. Et là, donc, tu as une copro. On utilise aussi le terme, donc, le diminutif de copropriété, c'est copro. Tu as plusieurs propriétaires. Et si on a un propriétaire qui est donc insolvable, qui ne paie pas, insolvable, qui ne paie pas certaines charges de copro. Tu as le chauffage, tu as dedans, qu'est-ce que tu as dedans, les charges de copro, les travaux, le fonds allure, etc. Donc ça, on pourra le voir aussi après. Si tu as un propriétaire qui ne paie pas, c'est toi qui vas payer du coup pour lui en divisant, hein, donc on divise par 30 ou par 20 ou par 5. OK, Voilà. c'est ça. Hein. C'est un raccourci, mais en gros, c'est ça. Si, par exemple, il y a des travaux urgents à faire, la toiture a un trou, je donne l'exemple le pire qui soit, bah, on ne va pas attendre qu'il y ait une saisie sur le compte du copropriétaire insolvable. Ouais, C'est forcément nous, les personnes solvables, qui allons donner l'argent même en plus que ce qu'on doit vraiment pour que la exact. toiture soit réparée. Voilà. Donc ça, on peut, si on a accès à ces informations, on peut négocier le prix. OK, Il y a forcément accès à ces informations. Tu le d'accord. sauras forcément au plus tard du compromis. OK, moi je suis vendeur. Quel conseil? Est-ce que je dois je dois gonfler les prix, je dois être au marché? Ça dépend. Alors, oui, tout dépend de la zone dans laquelle tu es, tout dépend de la demande. Le principe, c'est qu'il y a de la négociation, donc tu peux toujours monter le prix et baisser au fur et à mesure, parce que tu sais, je suis co-administratrice du groupe Facebook qui s'appelle Bâtir son empire immobilier. Yes. On est plus de 10 000 investisseurs ambitieux dans ce groupe. D'ailleurs, si tu veux nous rejoindre, avec grand plaisir. Et ce qu'on a remarqué sur le groupe, c'est que les personnes qui gagnent de l'argent avec leur appartement lorsqu'ils font une vente, ce sont des gens qui ne sont pas pressés. Donc, tu peux très bien mettre un prix un peu plus haut en tenant compte d'une marge de négociation, quitte à baisser au fur et à mesure ou à voir selon les offres des acheteurs quel prix est proposé, etc. Ouais. Donc,
Être pressé, c'est le contraire de prendre son temps, d'être patient. Être patient, c'est le contraire d'être pressé. OK. On revient sur notre thématique vocabulaire. La promesse d'achat, pour toi, qu'est-ce que c'est? La promesse d'achat. Oui, Promettre, hein, donc tu, tu donnes un prix ou qu'est-ce que c'est? oui, c'est l'engagement que tu souhaites acheter le bien immobilier. Il faut également mettre les conditions dans cette promesse. Donc, par exemple, c'est sous condition d'obtenir un prêt immobilier ou sous condition d'obtenir les diagnostics manquants, par exemple. Donc c'est un papier, hein, où il y aura le montant, le prix du bien. Donc le bien, c'est l'appartement ou la maison. OK. Imaginons 120 000 euros. C'est par exemple 120 000 euros. Donc on a la promesse d'achat et on met dedans donc, les éléments, avoir un prêt de la banque. C'est ça? OK. Donc ça, c'est la promesse d'achat. On doit la signer, on doit la donner au propriétaire. OK. Elle dure combien de temps? Est-ce qu'il y a un délai? Est-ce que c'est... C'est très important de l'indiquer dans la promesse. Et en fait, pour tous ces documents-là, je vous conseille de prendre des modèles validés par des juristes ou alors même carrément de le faire valider par votre notaire. Je recommande également que chaque personne ait son notaire. Parfois, on dit, oh, bah, on va prendre un seul notaire, c'est plus simple. Mais par expérience, c'est mieux de prendre chacun son notaire et c'est pas plus cher. Ouais, C'est le même prix. OK. Parce que, voilà, exactement, c'est le même prix et au moins vous êtes sûr que c'est un juriste qui vous défend vous. Donc, pour cette promesse d'achat, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à la faire avec un juriste ou avec votre notaire. Donc ça, c'est pour, on a dit, la promesse d'achat. Ensuite, on a le compromis de vente. Combien de temps tu considères, tu estimes entre le compromis de vente et la promesse d'achat? Généralement, c'est 2 semaines, 1 mois, 3 mois, ça dépend. Oui. Oh, ça peut être assez rapide. Moi, donc, comme tu sais, hein, je suis juriste, donc je souhaite Important. que, voilà. Donc, je trouve que c'est important que mon notaire relise le compromis qui est Mhm. proposé, même si je le fais en agence, parce que bah, chacun son métier. Mhm. Donc, pour moi, bah, ça va peut-être prendre 2 semaines, parfois un mois si mon notaire est pas très rapide, Mhm. mais je recommande quand même de le faire lire par votre notaire. Donc, ça, oui, 2 semaines, un mois. Deux Voilà. semaines, 1 mois. Et le compromis de vente, Oui. qu'est-ce que c'est? Donc, le compromis de vente, c'est l'acte par lequel le vendeur et l'acheteur mettent toutes les conditions pour lesquelles ils sont d'accord pour la vente de ce bien. C'est très important alors. C'est très, très important. Il y a aussi des documents annexes, comme par exemple comment est l'état électrique de l'appartement. Est-ce qu'il est aux normes? Est-ce qu'il y a du plomb? Est-ce qu'il y a de l'amiante? Et est-ce que c'est Alors, dans une zone inondable? Ce genre de choses. voilà. OK. Donc, le plomb, c'est un métal, un élément, hein, qui est très mauvais, qui est très nocif pour le corps. On le retrouve dans certains tuyaux. Donc, les tuyaux, c'est là où l'eau passe et ça peut provoquer donc le saturnisme. Généralement, le mot saturnisme, c'est un mot qui est assez connu à l'international. C'est une maladie, hein. C'est très dangereux. Et l'amiante, c'est donc des particules toutes fines qui sont très dangereuses pour les poumons, pour la respiration. Ça se retrouve généralement dans le plafond, ou parfois dans certains murs. C'est pour éviter les incendies. Donc le feu, c'est ce qu'on utilisait avant. Aujourd'hui, c'est interdit, mais on fait donc des diagnostics. C'est ça, hein. Et, Exactement. et qu'est-ce que c'est un diagnostic? C'est simple à faire, c'est compliqué. C'est un professionnel qui doit le faire, donc un professionnel du bâtiment, de l'immobilier. C'est c'est lui en fait qui l'établit, donc c'est de sa responsabilité. Souvent, il a des outils particuliers pour le faire et il va rédiger un rapport qui Mhm. va être joint au compromis de vente. En fait, le notaire va dire, voilà, vous, l'acheteur, il faut que vous soyez informé qu'il y a telle et telle Voilà. caractéristique, Mhm.
d'isolation, Mm. de l'amiante, du plomb, comme on a dit. Ok, donc c'est pour informer l'acheteur qu'il y a un risque des choses. Ok. Et inondation, tu avais parlé de risque, donc de zone inondable. C'est quand tu as un risque, donc un danger d'avoir de l'eau, l'inondation, quand il y a beaucoup trop d'eau, beaucoup de pluie ou une rivière ou un fleuve à côté. Voilà, c'est plus ou moins ça en fait. Ok. Pour toi, le rôle du notaire, est-ce que je peux vendre mon appartement sans notaire? Qu'est-ce que c'est un notaire? Oui, donc le notaire, c'est finalement, il a un rôle un petit peu comme l'huissier de justice, mais dans son domaine à lui. C'est-à-dire qu'il est impossible de vendre un bien immobilier sans un notaire parce que justement, le notaire va vous protéger. Il va s'assurer que la vente est réelle, que la vente soit bien retranscrite dans les fichiers de l'État. Il va s'assurer qu'il n'y ait pas de Vice? soucis de manière générale. Par Ouais, exemple, de est-ce qu'il problème. y a, est-ce qu'il y a une particularité? Par exemple, parfois, certains vendeurs ou certaines agences vont cacher des choses. C'est pas bien du tout, mais ça peut arriver. Et le notaire, il peut le voir, ça. Par exemple, c'est un peu technique, mais je pense que ça peut être intéressant d'en parler une seconde. Un notaire peut voir s'il y a une servitude. Donc, une servitude de passage, ça veut dire qu'un voisin a le droit d'aller sur votre propriété privée pour accéder à la sienne qui est derrière, par exemple, parce que la rue ne permet pas l'accès directement à sa propriété. Donc, c'est ce genre de choses qu'il doit vérifier Pour vous protéger. pour Ouais. protéger, ouais. Donc le notaire, c'est très important. Pour protéger De, et informer. et Oui, de bien le choisir. oui, exactement. On va parler maintenant des émoluments. Donc c'est un mot, les émoluments, qu'est-ce que c'est? Oui, alors, souvent, on dit qu'on paye des frais de notaire ou des émoluments. Et ça peut représenter jusqu'à, bon, je ne connais pas le détail, mais grosso modo, entre 8 à 12% du prix du bien. Ça Donc peut c'est être plus, ça important. peut être moins. Donc, c'est Ouais. quand même un montant important. Sauf qu'en réalité, c'est surtout des taxes que le notaire doit reverser à l'État. J'ai une amie notaire, il me semble qu'elle m'avait dit pour 75-80% du Ouais. montant, ça part à l'État français. Ouais. Je crois que généralement, on doit compter sur l'achat ou la vente, 10% en tout de frais. Et dans ces 10%, il y a une petite partie qui ira au notaire et et l'autre partie à l'État. Et donc là, ensuite, on signe le contrat. Et OK. en fait, ce que je voulais juste dire, c'est que souvent, le compromis, il ressemble énormément à l'acte de vente définitif, parce qu'on va signer un deuxième acte de vente définitif Ah, après, pour dire vraiment, tel jour, c'est Nassim qui est propriétaire du bien. quand j'ai signé cet acte, je suis propriétaire, j'ai les clés. C'est ça? Et Oui, là, donc, l'appartement ou la maison est à moi. C'est ça. Ok. Donc, c'est que à ce moment-là, donc peut-être après 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ça peut durer longtemps en fait. oui, c'est ça. Alors, je conseille toujours, avant de signer définitivement la vente, que en tant qu'acheteur, on aille revisiter une dernière fois, quelques heures avant la vente. Parfois, il peut s'être passé des choses. Par Il peut y avoir exemple, eu un dégât des eaux ou ce genre de choses. Donc, c'est important de voir l'état avant. Et moi, ouais. par exemple, mon dernier appartement, j'avais visité la veille de la signature définitive et j'ai vu des soucis. Donc, avant de signer, j'ai dit, je suis toujours d'accord d'acheter votre appartement, mais par contre, là, il va y avoir 1 200 € de travaux. Donc, il faut me donner les 1 200 € pour que je signe. À cause du dégât des eaux. Voilà. Le dégât des eaux, ça signifie un dommage, un problème Oui, avec de l'eau, et donc tu as pu renégocier le prix. Ok, exactement. super. Mais voilà, si vous avez des questions aussi, les amis, vous mettez dans les commentaires, parce que je sais que c'est une thématique qui est assez complexe. En France, cette année 2021, l'année passée, il y a eu énormément de ventes et d'achats, donc aussi. Et donc, j'ai pensé que c'était un thème très important à développer, même si c'est complexe, c'est un peu mystérieux. Je pense que c'est un peu important de démystifier cette thématique.
Ouais, ouais. Et je mets aussi, donc, comme je disais, en description ta chaîne YouTube, Claire, pour découvrir ton travail, ce que tu fais, tous les autres conseils dans cette thématique que tu offres. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous dire, parce est-ce que tu peux nous dire, on en avait parlé dans la partie 1 côté locataire, ce que tu fais. Est-ce que tu peux, pour les propriétaires, ça peut être intéressant. Dis-nous. Bien sûr, bien sûr, avec plaisir. Donc, j'ai le groupe Facebook, comme j'expliquais, ou comme toi sur cette chaîne YouTube, je donne des conseils ou je réponds à des questions Oui. sur l'achat immobilier. Je pense que c'est important de se poser la question, pas forcément que tout le monde soit propriétaire, mais selon nos objectifs, selon comment évolue un pays. Par exemple, en ce moment, il y a l'inflation, donc c'est important de se protéger peut-être de l'inflation avec ce qui s'appelle des actifs, des biens immobiliers. Ça peut aussi être important pour gagner des sous, parce que vous savez qu'en France, quand on achète sa résidence principale, donc l'appartement dans lequel on vit tous les jours ou la maison, et que quelques années après on le revend, et ben, si vous avez une plus-value, donc si le prix de vente dans le futur est supérieur au prix auquel vous avez acheté, et ben, cette plus-value, elle est pour vous, elle n'est pas imposée. Donc c'est ce qui s'appelle une niche fiscale. Voilà. Je dis peut-être beaucoup de choses. Mais Non, c'est ça, c'est très important. Ouais, c'est c'est pour très dire que important. l'immobilier, c'est voilà, il faut prendre le temps d'y réfléchir, qu'on le fasse ou non, mais il faut prendre le temps d'y réfléchir, ça nous protège. Et pour le reste, donc je suis formatrice, je forme des investisseurs, des propriétaires sur tout ce qui concerne l'immobilier, que ce soit en droit, mais également comment on achète un appartement et ce genre de choses. Donc, tu as des formations, tu aides les propriétaires en fait à mettre en location, à se développer, à être serein, à être tranquille dans cette activité. Exactement. Ok. Et tu es toi-même donc propriétaire de plusieurs Oui, appartements, donc tu t'y connais bien et juriste. oui, Donc tout à fait. voilà. Donc les amis, faites un tour sur la chaîne YouTube de Claire. Abonnez-vous. Hein, ça peut vraiment vous aider si vous êtes dans cette thématique. Très, très sincèrement, c'est des conseils qui vont vous faire gagner sûrement de l'argent, du temps et de l'énergie. Ça, c'est deux choses qu'on ne peut pas rattraper. Enfin, l'énergie, si, et encore, mais le temps, non. Voilà. Merci beaucoup, Merci. Claire. Vraiment Merci pour ton magnifique. invitation. C'est avec plaisir. Et ben voilà, mettez les commentaires si vous avez des questions. Je te remercie chaleureusement pour ton aide pour ces deux vidéos. Prends soin de Avec toi plaisir. et on se dit à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao.